Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de diabète et obésité à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Merci d'être présents. Il faudra que ça soit interactif. Les internautes pourront bien sûr poser des questions. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'avoir sur le plateau trois éminents chercheurs, trois ténors de cette spécialité qui appartiennent à notre université de Lille et qui ont créé, il y a déjà quelques années, une structure majeure qui nous permet de dire qu'à Lille, nous avons vraiment un centre remarquable pour la recherche autour de maladies métaboliques et du diabète. Ces trois professeurs sont le professeur Bart Stiles, plus spécialisé dans les complications vasculaires et diverses du diabète, le professeur François Patou, qui est professeur de chirurgie, mais qui a aussi un gros investissement dans ce domaine concernant la chirurgie de l'obésité, mais aussi un aspect majeur, c'est les greffes d'îlots de Langerhans, dont tout diabétique a déjà entendu parler. Enfin, le professeur Philippe Vogel, qui partage son temps entre l'Université de Lille, son laboratoire, mais aussi l'Imperial College à Londres, spécialisé plutôt dans la génétique du diabète et donc dans des approches plus personnalisées. Avant de leur donner la parole, nous avons réalisé un micro-trottoir pour savoir ce que les patients pensaient à l'occasion de cette journée mondiale du diabète, ce qu'ils pensaient du diabète, de l'obésité et de la recherche dans ces domaines. Regardons avant leurs réponses. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne savais pas que c'était dans quelques jours. J'avais vu ça sur Facebook, oui. Non, je ne le savais pas. Non, je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Non, pas du tout. Oui, parce que mon mari a du diabète, justement. L'un de mes parents a été insulino-dépendant pendant plus de 30 ans, donc oui. Non. Je ne suis pas touchée par cette maladie, mais j'ai dans mes connaissances des gens qui sont atteints du diabète. Non. Alors, j'ai mon cousin qui est diabétique insulino-dépendant depuis l'âge de 20 ans. Et j'ai ma maman qui fait du diabète et ma belle-mère aussi. Oui. Ben oui, j'ai subi une opération il y a 5 ans. Ah non, ça je ne savais pas. Ouais. Oui, c'était un des comptes rendus qui avait été fait lors de certaines réunions d'information, lors de mes opérations. Non, je ne savais pas. Non, pas vraiment. Non, je ne savais pas. Non. Malheureusement, la population des Hauts-de-France est atteinte par cette maladie au-delà du taux national. Alors j'ai déjà entendu via les infos ou via des reportages qu'il y avait effectivement des équipes assez compétentes sur l'île, mais j'en sais pas plus que ça. Non, ça je ne savais pas non plus. Un centre international de recherche d'excellence, renommé vraiment dans le monde entier. Non, je savais pas que c'était l'un des plus grands centres, mais bon, c'est écrit quand même que ça s'occupe du diabète, donc je passe souvent devant. Non, je l'ai appris il y a 5 minutes. Je ne le savais pas. Oui, je sais, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Enfin, vu que je passe devant tous les matins, j'ai déjà vu qu'il y avait un établissement, mais je vous avoue que je ne me suis jamais renseignée. Non, pas du tout. Ben, je leur ai donné quelques morceaux à eux, oui. Ils doivent avoir quelques morceaux de mon génome. Ben, que ça aide les gens et que ça évite effectivement qu'on puisse faire des opérations qui sont souvent lourdes et fastidieuses. À la fois effectivement le traitement des personnes qui sont atteintes par cette maladie, bien sûr, et aussi peut-être en amont, comment prévenir la maladie pour qu'elle soit moins grave dans ses effets lorsque la personne est atteinte. Alors, je n'ai pas forcément d'attente, mais je trouve quand même que ce sont des objectifs assez importants, parce qu'il me semble que les malades du diabète ont quand même un confort de vie qui est assez altéré par leur maladie, et je pense que ce serait quand même intéressant de leur faciliter un peu le quotidien. Il paraît qu'il y aurait enfin je ne sais pas bien, un genre de gène qui pourrait être changé par la suite
Bon, mon mari a quand même bientôt 70 ans, mais pour les jeunes, c'est très bien, quoi. Moi, je voudrais que les médecins soient un peu plus sensibilisés. Parce que j'ai ma maman qui fait du diabète. Nous, on fait la guerre au sucre, mais elle ne nous écoute pas. Et le médecin, je pense qu'il a un rôle à tenir là-dessus, parce qu'il est toujours en train de lui dire « Bon, vous faites du diabète, votre prise de sang n'est pas trop bonne, mais ça va ». Alors que non, ça peut être très très grave, et voilà. Ça, je trouve que c'est pas bien. Voilà, plus d'outils, plus faire peur aux gens, parce que on prend ça de manière trop aléatoire. Par contre, ma belle-mère est en EHPAD, elle a un régime, elle est piquée 3 fois par jour. C'est un diabète qui a été déclaré très tard, comme ma maman aussi. Mais là, je trouve que de ce côté-là, elle est mieux prise en charge, parce qu'elle est dans une structure. Ma mère habite chez elle avec mon frère, et là, je trouve que c'est pas correct. Trouver le bon traitement. Moi personnellement non, après moi je vois que ma grand-mère elle fait encore des piqûres, mais il y a certaines personnes aussi qui ont des patchs dans les bras et après on a entendu un petit peu parler mais sans plus, donc peut-être en parler un peu plus au niveau des infos ou je sais pas, mais faire quelque chose pour qu'on entende un peu plus parler. N'étant pas vraiment touché, je dirais dans mon cercle familial, non pas vraiment, mais bon, si j'étais amené à l'être, oui, forcément je m'intéresserais à la question et je serais satisfait de savoir qu'il y a des services de pointe dans ma région. Merci, c'est toujours effectivement riche d'informations d'écouter ces réponses pour nous, médecins et chercheurs. Alors, je vais d'abord donner la parole au professeur François Patou, qui va nous parler plus spécifiquement des liens entre Covid et obésité. Merci Patrick. Donc effectivement, nos maladies, le diabète et les maladies qui l'accompagnent, notamment l'obésité, sont des maladies fréquentes et donc forcément, cette année, en 2020, elles ont croisé la route du Covid. Et finalement, c'est le lot de tous les patients, de toute la population. Et donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler beaucoup le contexte de la pandémie. C'est après 10 mois seulement, c'est quand même 45 millions de personnes atteintes dans le monde, 1 200 000 morts, c'est quand même assez considérable, plus de 40 000 en France. Qui dit ça? Qui a pu prédire cette pandémie en janvier? C'est vraiment incroyable ce qui nous est arrivé, on est tous d'accord. Mais le sujet aujourd'hui, c'est donc le croisement entre l'obésité et le Covid. Et effectivement, si on peut avoir le premier visuel, si on regarde les cartes, on a tous vu des tas de cartes sur Internet ou à la télévision. Donc des cartes qui nous montrent l'épidémie se développer dans tous les pays du monde, mais la carte que je voulais vous montrer est une carte plus précise, c'est la carte de la France. C'est une carte qui date du mois de mai, c'est la carte que nous avaient fournie les autorités au moment du déconfinement. Donc il y avait à l'époque des régions qui étaient différemment touchées, et vous avez en rouge celles dont le confinement avait été plus célèbre, ou en tout cas plus sévère, et en tout cas manifestement différencié du Grand Sud-Ouest. Et donc vous voyez que si vous allez en bas à droite sur la carte avec du jaune et du rouge, vous voyez qu'il s'agit là de la tension en réanimation. Donc ce n'est pas tellement comme à gauche le taux d'infection, mais c'est surtout la tension des services de réanimation qui est un signe indirect, mais un reflet très important de la gravité des malades atteints. Et si vous allez maintenant à droite, c'est une carte plus ancienne, une carte connue, c'est la carte de la prévalence de l'obésité en France. Et on voit que, assez intuitivement, on voit vite qu'il y a une certaine concordance entre les zones où l'incidence de l'obésité est la plus forte, et donc notamment le Grand Est, les Hauts-de-France, qui sont les régions les plus touchées, et cette tension de sévérité de la maladie. Et comme cette observation n'avait pas été à l'époque tellement identifiée, c'est-à-dire un lien entre l'obésité et la gravité du Covid, c'est vrai que quand la pandémie a déferlé, et c'est dans la région au tout début du mois de mars, fin février, que les premiers malades sont arrivés, avec les services de réanimation qui ont été brutalement submergés, et on se souvient du caractère soudain et assez brutal de la pandémie qui a surpris tout le monde. On avait vu arriver les choses de Chine avec un peu de curiosité. En Italie, on avait des tas d'explications pour expliquer pourquoi les Italiens étaient plus touchés que nous et qu'ils n'avaient pas de chance. Et puis quelques jours, à peine une semaine plus tard, l'Est de la France était touché, puis ensuite les autres régions, notamment la nôtre, c'est-à-dire les Hauts-de-France. Et donc, une des choses qui a été surprenante au début, parce que ça n'avait pas été tellement remarqué, notamment par les collègues chinois, ni même italiens,
Probablement, et puisqu'on parle d'obésité plus générale, c'est l'occasion, parce que l'obésité, c'est quelque chose qui est devenu assez courant, ça frappe 20% de la population dans notre région. Et donc, finalement, à l'hôpital, on s'intéresse à l'âge, au genre, au sexe des patients, à plein de caractéristiques, mais finalement, le poids est mesuré plus ou moins, enregistré plus ou moins, et quand les données ont été analysées, notamment par les collègues chinois, chez lesquels, il faut le dire aussi, l'obésité est bien moins prévalente. Mais néanmoins, quand les épidémiologistes se sont penchés sur des registres ou sur des bases de données existantes, ils n'avaient pas accès au BMI. Et donc les premières publications, notamment chinoises, ne faisaient pas état du BMI des patients atteints. Et donc il n'y avait pas d'information sur un lien éventuel, il n'avait pas été noté entre le surpoids, voire l'obésité, et la gravité, l'infection Covid elle-même et la gravité des formes les plus sévères. Donc on en était là, ça déferle en France. La diapositive suivante vous montre, je pense, une image de réanimation. Donc quand les patients sont arrivés en France, très vite, nos collègues réanimateurs, qui sont habitués à des patients en réanimation plutôt dénutris, plutôt des patients atteints de cancer, donc des patients avec des maladies chroniques, et disons finalement plutôt en poids inférieur qu'en surpoids, ont été vite frappés par, d'une part, la jeunesse des patients, de certains patients. Bon, bien sûr, l'âge était un facteur de risque majeur, donc il y avait beaucoup de patients âgés, mais il y avait quand même des patients plus jeunes. Et notamment chez ceux-là, le caractère assez systématiquement masculin, c'était vraiment un fort facteur de risque. Et puis, l'obésité, qui pour eux était une nouveauté. Et évidemment, quand on est réanimateur, ça a des implications très directes, puisque manipuler un patient inconscient atteint d'obésité sévère, c'est bien sûr des difficultés logistiques quotidiennes, au-delà des problèmes même médicaux. Et donc, assez vite, nos collègues nous ont alertés, c'est étrange, et comme on s'occupe beaucoup d'obésité, on a été amené à réfléchir avec eux à ce problème. Donc, on s'est à ce moment-là dirigé dans les services de réanimation avec les équipes de recherche clinique pour essayer de comprendre et de répertorier l'ensemble des BMI de ces patients. Il y avait à l'époque plus de 100 patients en réanimation. À la fin, ça a été 186 patients, cette première vague, qui ont été en réanimation au CHU de Lille. Donc, c'est tout à fait considérable. Nos collègues ont poussé les murs pour passer de leurs 50 lits habituels à plus de 100 lits en quelques jours, enfin quelques semaines pour arriver au chiffre complet. Et donc on avait donc à la fois une population avec une prévalence d'obésité importante, beaucoup d'infections Covid, et ici au CHU Lille, une grande réanimation avec accueilli beaucoup de malades. Ce qui nous a donc permis d'avoir des chiffres suffisamment importants pour créer, enfin pour voir le lien statistique entre l'un et l'autre. Et oui, sur cette petite courbe que vous voyez en couleur, où vous avez finalement une croissance progressive avec, depuis le poids normal en vert jusqu'au BMI, l'obésité les plus sévères en rouge, avec la proportion de patients qui ont eu besoin de ventilation mécanique, ce qui est, on le comprend, un reflet de la gravité de la pneumonie, de la maladie Covid-19, puisque sa principale atteinte, il y en a plein d'autres maintenant, on le sait, mais la principale atteinte, celle qui a fait la gravité de la maladie et qui entraîne les malades en réanimation, c'est l'atteinte pulmonaire avec la nécessité d'une ventilation mécanique, d'un appareillage particulier. Donc vous voyez qu'il y a très clairement un lien associatif entre la gravité de l'obésité et la gravité de l'atteinte pulmonaire. Donc on a donc décrit cette observation dans une publication assez rapide, ça s'est fait vite au mois d'avril, et effectivement ça a été la première fois que c'était publié. Et à notre grande surprise, parce qu'à l'époque on trouvait que c'était une observation intéressante, mais est-ce qu'elle était propre à Lille, à notre population? Ça a été finalement un déferlement dans le monde entier, assez rapidement à New York, très vite, et puis ensuite dans le monde entier, toutes les équipes de réanimation ont continué à trouver ce lien, où qu'il soit dans le monde, entre l'obésité et la sévérité de la maladie Covid. Donc la suivante, s'il vous plaît, nous montre donc effectivement une myriade, il y a plus de 150 articles aujourd'hui qui ont été dans ce sens-là, et tout le monde, alors ce n'est pas le cas pour d'autres sujets, il y a eu par exemple une association qui avait été avancée entre plus de gravité moins de tabagisme, ça veut dire que le tabac était presque un facteur protecteur, on a vu paraître ça au mois d'avril et au mois de mai, bon ça a fait long feu, c'était pas très intuitivement évident et ça a clairement été infirmé. Mais pour l'obésité, il n'y a pas un endroit dans le monde où on n'a pas confirmé ce lien. Alors d'abord, on l'avait montré avec la gravité de la pneumonie, qui est probablement particulière, mais aussi avec plus d'hospitalisation, plus d'admissions en soins intensifs, plus de ventilation artificielle, je l'ai déjà dit, et puis quand on a pu avoir accès à des
des registres ou des cohortes plus vastes, notamment des cohortes nationales, notamment en Angleterre, ou plus récemment en région parisienne, avec des milliers de patients colligés. On a pu même démontrer un lien avec la mortalité. Ce qui est important, et ce qu'on avait pu montrer avec notre première cohorte, qui était déjà assez importante, c'est que ce lien entre sévérité du Covid et obésité était indépendant des autres classiques facteurs de risque métabolique que sont le diabète, l'hypertension artérielle ou l'hyperlipidémie, ce qui au début n'avait pas été vu, notamment en Chine, où les premiers articles avaient décrit une association entre diabète et Covid-19. Mais évidemment, beaucoup de patients diabétiques sont aussi atteints d'obésité, et avec ces cohortes où on a pu examiner l'ensemble des facteurs en même temps, on a pu montrer que le driver, et ça c'est assez rare, parce qu'habituellement c'est souvent le diabète qui est le driver des complications spécifiques de ce patient atteint d'obésité, diabétique, hypertendu, qu'on appelle le patient atteint de syndrome métabolique. C'est souvent le diabète qui est le driver de la gravité, et là c'est l'obésité elle-même qui en est alors la cause, c'est un grand mot, mais en tout cas qui est un facteur très associé avec la gravité de la pneumonie notamment. Donc voilà les choses qui ont pu être montrées, donc ça a été maintenant bien confirmé. Ce qui est intéressant, c'est que ça a permis, parce qu'il y a beaucoup d'attention sur ce sujet, d'alerter assez vite, parce que toujours les médias en ce moment s'intéressent beaucoup aux résultats scientifiques, et presque en direct les relais dans le grand public, et donc effectivement notre article et les suivants ont fait l'objet de plusieurs dizaines de reprises dans les grands médias, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, El País, le Bild, le New York Times. Donc ces résultats ont été mis en avant et ont permis à ce que la population générale prenne conscience de ce facteur de risque particulier. L'objectif étant bien sûr que les patients atteints d'obésité, notamment d'obésité sévère, qui sont les patients les plus à risque, fassent particulièrement attention, d'une part à se protéger en s'exposant moins que les autres, en faisant plus attention encore à ne pas s'exposer au risque d'infection, et s'ils sont malades, avec une attention particulière pour des soins qui permettront très vite de les prendre en charge pour leur éviter la pneumonie sévère, l'intubation et la réanimation. Et donc l'ultime impact a été que la France, finalement, grâce à ce petit cluster scientifique qui avait permis de regarder ce qui allait ensuite être confirmé partout, a été le premier pays qui a mis l'obésité avec les autres facteurs déjà connus comme l'âge ou comme l'état cancéreux préalable ou d'autres maladies préexistantes parmi les facteurs de vulnérabilité officiels. Donc ça fait l'objet d'un décret du gouvernement et du ministère de la Santé. C'est un décret important parce que c'est 20% de la population, l'obésité. Alors il y a eu un petit peu de recul cet été, mais le Conseil d'État vient de confirmer à nouveau cette décision, ce qui fait de l'obésité un facteur de vulnérabilité. Alors tout ça, si on a encore quelques secondes, tout ça c'est donc un fait scientifique, ça montre comment on peut le découvrir, comment on peut ensuite comment on peut le voir se confirmer dans le monde entier, l'impact qu'il peut avoir, mais tout ça, objectivement, ça restait un peu une curiosité. La première vague passée, l'été était arrivé, on était presque à dire tout ça. Aujourd'hui, la situation est très différente, puisqu'on sait bien que cette pandémie, on en est en la deuxième vague, personne ne sait très bien ce qui va se passer, on a différents scénarios, le vaccin est une très bonne nouvelle, mais il est tout à fait possible, à l'instar d'autres pandémies du siècle dernier, la grippe espagnole, que ça finisse par durer et que ça continue encore à nous suivre. Je n'ai pas dit pendant des années, mais en tout cas pendant peut-être encore 1 an ou 2, c'est même devenu assez probable. Et donc ça devient important, parce que patients obèses atteints d'obésité sévère sont des patients vulnérables, il est donc plus que jamais important de s'occuper au décours de ce séjour en réanimation de ces patients pour leur permettre d'avoir accès à des prises en charge actives, efficaces, pour les faire sortir de ce sur-risque qui manifestement est très important. Donc il y a encore beaucoup de travail, d'une part de prise en charge, pour essayer, une fois que les patients sont sortis de réanimation, pour ceux qui ont eu la chance de survivre, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, de survivre, de pouvoir reprendre une vie, une prise en charge la plus active possible pour ne pas rester dans cette zone de sur-risque, mais aussi d'essayer de comprendre, parce que ce n'est pas un hasard, et donc forcément, comme ce n'est pas tellement attendu, on s'attendait plutôt à ce que l'inflammation, l'hyperglycémie soit le facteur de gravité principal. C'est l'obésité chez les jeunes femmes qui sont seulement, entre guillemets, atteintes d'obésité sévère qui fait leur gravité. Et donc il y a des liens physiopathologiques, biologiques, qui restent à découvrir. Il y a différentes pistes qui sont liées donc au tissu adipeux lui-même, à l'interaction du virus avec le tissu adipeux, à l'interaction du tissu adipeux face aux conséquences du virus, notamment vis-à-vis de la fibrose dans le poumon, donc des choses assez compliquées,
qui était tout à fait inattendue, que personne n'avait exploré jusque-là parce qu'il n'y avait pas de question. Aujourd'hui, la question est posée dans le monde entier, elle est importante, et donc il y a une énergie considérable qui est développée, et donc c'est le cas aussi à Lille, avec les équipes qui s'intéressent autour de nous à cette question, pour découvrir qu'est-ce qui fait que l'obésité est un lien avec la sévérité de la maladie. Très bien, merci François. On voit très bien que les données épidémiologiques doivent guider nos politiques de santé publique. On voit très bien que ton expertise a permis vraiment de coller, si je puis dire, à cette triste réalité. Alors, les internautes ont déjà beaucoup réagi à cette présentation. Ils avaient peut-être anticipé un peu déjà la question. Une première question que je voudrais te poser de la part des internautes, François. Y a-t-il des patients obèses plus à risque de Covid-19 que d'autres ? Alors, donc quand on rentre, maintenant il faut plus de malades pour y réfléchir, mais quand on rentre dans la gravité, il semble qu'il y a 3 degrés de facteurs de risque différents. Le principal, c'est bien sûr l'âge. Évidemment, la plupart des patients qui décèdent, et puis beaucoup d'entre eux qui sont atteints de formes sévères, sont des patients les plus âgés. Donc l'âge, clairement, est le facteur de risque principal. Avoir le Covid à 20 ans ou à 70 ans, voire à 90 ans, n'a rien à voir. Le deuxième facteur de risque, c'est le sexe. C'est le sexe masculin. Donc les hommes semblent bien plus atteints par les formes sévères que les femmes. C'est un fait épidémiologique affirmé aujourd'hui. Ce qui laisse penser que les femmes pourraient être un peu protégées. C'est d'autant plus vrai que cette différence entre les sexes dépend de l'âge, et qu'elle est particulièrement vraie chez les patients les plus jeunes, en dessous de 50 ans. Et donc on voit ici le lien avec les hormones, donc la ménopause, qui fait qu'une femme avant 50 ans, avant la ménopause, est très différente d'un homme à cause d'environnement hormonal, œstrogénique notamment. C'est un fait qui se retrouve dans beaucoup d'autres maladies, le risque cardiovasculaire, dans beaucoup d'autres situations. Et donc notre analyse, la dernière, on a pu, après cette analyse lilloise, impliquer 21 centres dans le monde, notamment aux États-Unis, en Israël, mais aussi dans tous les pays d'Europe. Donc on a colligé plus de 1500 malades aujourd'hui. C'est une étude coordonnée au CHU de Lille qui vient d'être présentée à l'Obesity Week, le gros congrès mondial de ce sujet, et où on a pu étudier, puisqu'il y avait plus de malades, plus dans le détail ces aspects-là. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ce lien entre l'obésité et la sévérité, il est particulièrement visible, bien sûr, chez les patients les moins à risque, c'est-à-dire les jeunes femmes. Donc finalement, quand on est âgé, obèse ou pas, on est à risque. Quand on est un homme, j'allais presque dire obèse ou pas, mais ça rajoute encore un sur-risque. Mais déjà, être un homme, c'est un facteur de risque supplémentaire. Mais chez les jeunes femmes, là, on devrait être protégé. Et quand on est atteint d'une obésité sévère, ça n'est pas le cas. Donc c'est ces patients-là qui ont alerté nos réanimateurs, c'est-à-dire, ils n'avaient jamais vu dans leur lit des jeunes femmes en réanimation atteintes d'obésité sévère. Ça ne leur arrivait pas. Puisque généralement, on est là après une grossesse, après des maladies différentes, quand on est une jeune femme. D'accord, très bien. On voit effectivement que le cumul de facteurs de risque, il faut le prendre en considération. Une autre question qui a été posée, on quitte un peu l'obésité proprement dit, là, et le Covid. Est-ce qu'on est toujours à un risque d'attraper la Covid-19 si on a un diabète stabilisé? Alors, le diabète per se n'est pas un facteur de risque, semble-t-il, pour l'infection au Covid. En revanche, bien sûr, mais la question comporte en creux ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que si le diabète est altéré, la fragilité générale de l'organisme expose à des formes plus sévères et à une gravité supérieure. Mais si le diabète est bien équilibré, c'est ce qu'une étude française, notamment nationale, a bien montré, c'est pas tellement un sur-risque si le diabète est bien équilibré. En revanche, bien sûr, quand on commence à avoir des hémoglobines glyquées, ce qui est le marqueur du déséquilibre du diabète, des hémoglobines glyquées élevées, et donc ça souligne un diabète mal équilibré. Dans ces cas-là, bien sûr, comme tous les autres risques, le risque d'atteinte grave avec Covid-19 est augmenté. Très très bien, merci. Donc voilà, je pose la question peut-être aux internautes maintenant. Lisa, est-ce qu'en régie, vous avez d'autres questions pour François Patou? Oui, nous avons par exemple une question de Nicolas qui demande est-ce que quand on est obèse, il vaut mieux se faire opérer ou est-ce que vous conseillez plutôt un régime? Alors voilà, c'est une question plus générale. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'épidémie actuelle, dans la pandémie qui est active en ce moment, ce n'est pas forcément le moment d'aller s'exposer à des sur-risques, par exemple, d'un traitement agressif comme peut l'être la chirurgie, certes efficace, mais quand même qui comporte des risques
liées à l'acte lui-même. Donc clairement, en ce moment, par exemple, dans la France entière, pendant la pandémie, il y a un moratoire, c'est le cas de notre équipe, de toutes les équipes, notamment des Hauts-de-France. On s'est réunis ce matin justement, les 40 équipes, pour en discuter, et on a convenu qu'il n'était pas raisonnable, tant que les réanimations n'étaient pas en mesure d'accepter une complication si elle survenait, de programmer une intervention qui peut très bien l'être dans un mois ou deux. Mais si on prend du recul, et que maintenant on se demande si ça va durer plusieurs années, il va devenir extrêmement important de ne pas laisser une proportion non négligeable de la population, l'obésité sévère c'est 1 à 2% des Français, avec un sur-risque tel, parce que la Covid-19 c'est un sur-risque qui lui apparaît, mais finalement tous les risques qui sont environnementaux ou infectieux, ou tous les sur-risques de notre société attaquent les plus vulnérables, et notamment les patients qui sont atteints d'une obésité biologique. Ceux qui sont atteints d'une obésité sévère sont des patients qui ont une injustice biologique, qui les expose davantage à être en surpoids et à devenir obèses. Donc clairement, se posera la question, une fois l'orage retombé, d'une prise en charge. Alors elle doit être d'abord médicale, elle doit d'abord être par les consignes classiques nutritionnelles et d'éducation physique et sportive, mais néanmoins, on sait que c'était difficile avant, ça va devenir brutalement facile. Et donc il est probable que des techniques invasives, qu'elles soient médicamenteuses ou peut-être chirurgicales parfois, pourront être proposées peut-être de façon plus fréquente aux patients, ou plus proactive aux patients, pour ne plus laisser des patients en situation de sévère dans un tel contexte. C'est sûr, ça va se poser avec beaucoup plus d'acuité au décours de cet épisode pandémique. Alors maintenant, je vais me tourner vers ma droite pour interroger Philippe Frogel, parce que nous qui sommes médecins, on a toujours l'idéal, c'est pour un de nos patients, c'est le bon traitement au bon moment, c'est-à-dire la médecine personnalisée. Alors j'ai cru lire quand même qu'il y a des avancées notables dans ce domaine de la médecine personnalisée du diabète. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait, merci beaucoup. Je peux avoir la première diapositive, s'il vous plaît. Donc, notre institut Égide a réuni des équipes qui s'intéressent aux différents aspects du diabète et de l'obésité. Et ce qu'a montré le professeur Patou juste avant moi est vraiment important, parce on est fait pour prendre à bras le corps tous les problèmes liés au diabète et à l'obésité, même ceux qui étaient impensables il y a ne serait-ce qu'un an. Et on voit bien qu'un institut comme celui-ci est important justement pour réagir rapidement et découvrir des choses qui peuvent avoir un intérêt pratique, médical et immédiat pour les patients qui sont obèses ou qui ont un diabète. Donc c'est ça notre institut Égide, et je suis vraiment très content que François Patou et son équipe ont pu vraiment se mobiliser extrêmement rapidement sur Covid. On a eu d'autres équipes chez nous qui ont participé aux tests de dépistage, et plusieurs d'entre nous continuent à travailler sur la Covid. En ce qui concerne la médecine dite personnalisée, on n'a pas arrêté de travailler, même si avec les confinements et reconfinements, les choses sont un peu plus difficiles aujourd'hui. Il y a 5 millions de diabétiques en France environ. 7% de la population du nord de la France est diabétique, ce qui est quand même le taux le plus important en France. 90% des diabétiques sont diabétiques de type 2, c'est-à-dire donc une maladie liée en grande partie à l'obésité, au vieillissement. On est là vraiment dans exactement le même terreau que celui de la sévérité de Covid-19. Et aujourd'hui, la façon dont on soigne les diabétiques est un peu toujours la même. On leur demande de changer leur vie, d'améliorer leur façon de vivre, de faire plus d'exercice, de manger mieux. On leur donne un médicament qui s'appelle la metformine. Et ensuite, si la glycémie reste élevée ou redevient élevée, eh bien, il y a une certaine difficulté, parce qu'il y a plusieurs médicaments sur le marché, mais il est très difficile aujourd'hui de savoir lequel utiliser. Et ce qu'on appelle les guidelines, c'est-à-dire les conseils qui sont donnés par les sociétés savantes sur le diabète, on les voit bien, sont très longues. Et quand c'est très long, ça veut dire qu'ils ne savent pas trop exactement quoi proposer, parce qu'il est difficile devant un diabétique de donner tel ou tel médicament, surtout quand il s'agit d'associations de 2, 3 ou de 4 différents médicaments. Donc le diabète est une des maladies qui commence à coûter le plus cher, particulièrement pour ceux qui sont traités à l'insuline.
ça augmente d'environ 9% par an en France. C'est vraiment une des maladies aujourd'hui dont les coûts s'envolent, en particulier du fait des coûts très augmentés aujourd'hui de l'insulinothérapie. Et donc, la question, c'est faut-il traiter tout le monde pareil? Et bien entendu, ce que tout le monde se dit, c'est pas logique. Il y a 5 millions de diabétiques, ils n'ont pas tous la même maladie. C'est pas parce qu'ils ont la même glycémie qu'ils ont la même maladie. Il y a des maladies différentes qui donnent une glycémie élevée. Est-ce qu'on peut leur donner un traitement beaucoup plus personnalisé? Donc, un des moyens de savoir ça, c'est d'utiliser la génétique. Et pourquoi? Parce que l'hérédité est très importante dans le diabète de type 2. On parle d'une hérédité d'environ 40 à 60% selon les études, la façon d'analyser cette hérédité. Ce qui veut dire que, certes, le rôle de l'environnement est très important, mais pour des personnes qui sont soumises au même environnement, c'est-à-dire qui ont à peu près le même mode de vie, ce sont les gènes qui vont nous dire si on développe ou non un diabète, et probablement si ce diabète risque d'être compliqué ou pas. Alors, il y a, comme dans toutes les maladies fréquentes, une composante dite monogénique, et si je peux avoir la deuxième diapo, s'il vous plaît. Et cette composante monogénique, c'est-à-dire une anomalie d'un seul gène, est suffisante pour rendre diabétique. Les personnes qui ont ces anomalies, souvent c'est un diabète très familial qui apparaît tôt dans la vie, c'est-à-dire avant 20 ou 30 ans, eh bien, tous les gènes qui ont été trouvés à ce jour ont un rôle clé dans la sécrétion de l'insuline. Donc l'insuline est produite par le pancréas, ou plus exactement par des petites îlots cellulaires qu'on appelle îlots de Langerhans. C'est à peu près 1% du poids du pancréas. Et ces îlots sont formés de différents types de cellules, mais une grande partie, ce sont les cellules qui sécrètent de l'insuline. Eh bien, ce qu'on voit, ce qu'on a pu montrer depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus, c'est que tous ces gènes, d'une manière ou d'une autre, font que les cellules pancréatiques ne sont plus des cellules pancréatiques quand ils sont mutés, ou alors que la sécrétion d'insuline, en réponse à la glycémie qui monte après les repas, se fait mal. Donc on a tout un tas de gènes, à peu près une trentaine de gènes qui ont été identifiés. Une mutation dans un de ces gènes est suffisante pour rendre diabétique parce qu'on ne produit pas assez d'insuline. Et puis, plus récemment, on a commencé aussi à étudier le génome des diabétiques, ce qu'on appelle diabétiques communs, ceux qui développent le diabète à 50 ans, qui est souvent associé avec une obésité. Et on s'aperçoit aussi qu'on a trouvé aujourd'hui à peu près 240 gènes qui contribuent à ces formes qu'on appelle polygéniques du diabète. Et la plupart de ces gènes semblent agir, là encore, sur la sécrétion de l'insuline. Donc ce qui veut dire qu'on est dans une situation où on a des sujets, des personnes qui ont, dès la naissance, dès la conception, une certaine fragilité à produire de l'insuline. Quand ils vieillissent, quand ils grossissent, ils développent ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline qu'ils produisent est moins efficace. Comme elle est moins efficace, il en faut plus. Et si, hélas, leur gène leur entraîne une limitation dans cette capacité de réagir du corps, surtout à partir d'un certain âge, eh bien le diabète apparaît. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser ces connaissances pour essayer d'avoir des stratégies thérapeutiques qui nous permettent de dépister au plus vite les gens qui ont ces prédispositions diabétiques et d'essayer de faire de la prévention, ce qui n'est pas toujours quelque chose de très facile. On ne peut pas lutter contre le vieillissement, contre le fait que les gens vieillissent, par exemple. Et puis ensuite, d'essayer de leur donner le plus tôt possible un traitement qui va stabiliser leur diabète, puisque un diabète bien stabilisé, c'est-à-dire des glycémies qui restent à un niveau convenable, va entraîner une diminution des risques de complications du diabète. Je peux avoir la troisième.
Donc l'objectif aujourd'hui pour des gens comme nous, c'est d'essayer, parmi les 5 millions de diabétiques, progressivement, d'identifier certains diabétiques qui pourraient être éligibles à un traitement personnalisé, traitement qui devrait, si ça marche bien, être totalement adapté à la cause de leur diabète, puisse ne pas coûter cher et puisse améliorer la vie des diabétiques, c'est-à-dire ne pas les obliger à faire des injections d'insuline qui font, hélas, souvent un peu grossir, et puis c'est quand même contraignant. Donc de donner le bon traitement qui est efficace et qui serait moins cher. Et donc on vient de montrer et de publier un article scientifique que je trouve moins intéressant parce qu'il montre que si vous prenez des diabétiques tout venant, on a utilisé le séquençage du génome de 70 000 personnes, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un pourcentage qui n'est pas, pour l'instant pas énorme, parce qu'on a étudié qu'une petite partie des gènes, et qui est de l'ordre de 2 à 3% de ces diabétiques, pour lequel on a trouvé effectivement la cause. Pourtant, ce n'était pas évident pour leurs médecins qui les avaient diagnostiqués, ils ressemblaient totalement à tous les autres diabétiques. Pourtant, ils avaient une cause génétique et ils avaient des mutations dans quelques gènes qu'on appelle actionnables. Alors, actionnables, ça veut dire que si on les identifie, ces anomalies génétiques, eh bien, on sait quoi faire. On sait quoi faire, c'est qu'on connaît le traitement qui va permettre de stabiliser leur glycémie, mais particulièrement adapté à cette anomalie génétique. Par exemple, il y a un gène qui s'appelle la glucokinase, qui contrôle l'entrée du glucose dans les cellules pancréatiques. Quand il est muté, ça donne une hyperglycémie, mais on n'a pas besoin de traitement, et de toute façon, aucun traitement est efficace. Et nous, on s'est aperçu, vraiment avec beaucoup de surprise, que 80% de ces patients avaient un traitement très lourd, dont à peu près la moitié avaient de l'insuline, qui était totalement inutile, qui leur compliquait la vie, et qui n'était pas utile puisque ces patients qui ont des mutations de glucokinase, en général, ne font pas de complications du diabète. Donc il faut mieux les laisser vivre tranquillement, bien entendu en les surveillant, particulièrement pour les femmes si elles attendent un enfant. Mais il y a eu des expériences qui ont été faites à Genève en arrêtant les traitements, et particulièrement l'insuline chez ces patients, et ça avait marché très très bien. Il y a d'autres types d'anomalies génétiques où on a un vieux médicament qui s'appelle les sulfamides hypoglycémiants, qui quasiment, on n'en donne presque plus en France aujourd'hui, remplacé par un médicament plus moderne et beaucoup plus cher. Ceux-là sont des génériques. Eh bien, ils marchent extrêmement bien chez certains de ces patients, c'est-à-dire qu'ils contrôlent la glycémie. On a maintenant un recul chez des enfants ou des jeunes d'environ 15 ans de recul, et on a des glycémies qui sont totalement normales au bout de 15 ans, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en général, les diabétiques s'aggravent avec le temps. Ce qui prouve que quand on a le bon traitement, on peut arriver à ça. Donc voilà un peu la médecine de précision. On en est au début du début. Mais comme toujours, il faut commencer par un bout, faire ce qu'on appelle la preuve de concept qu'on peut y arriver. Et puis progressivement, on espère qu'on arrivera d'abord à identifier chez les diabétiques français ces porteurs de mutations actionnables, modifier leur traitement. On avait calculé que ça économiserait quand même en 10 ans 1 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien. Et puis, on espère que dans les prochaines années, en progressant, on arrivera à mieux identifier des sous-groupes de patients pour lesquels on pourra donner des traitements beaucoup plus personnalisés et qui éviteront à ces patients de développer des complications. N'oublions pas que 30% des diabétiques font des complications graves, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une insuffisance rénale terminale, avoir une dialyse, être aveugles, faire des accidents vasculaires cérébraux ou des complications cardiaques sévères. Et donc, mieux traiter les diabétiques et surtout prévoir quels sont les diabétiques prédits, quels sont les diabétiques à risque, c'est quelque chose de très important sur lequel il faut travailler humblement mais avec détermination.
Merci Philippe d'avoir réussi à expliquer assez simplement un sujet tout de même très, très complexe. Alors, il y a déjà des questions des internautes, et un internaute doit sans doute connaître un peu votre expertise spécifique en génétique de ces maladies très complexes. Et alors, vous avez ouvert une porte à beaucoup d'espoir. Et la question, d'ici combien de temps peut-on espérer un traitement basé sur la génétique? Alors, il faut faire attention, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire de la thérapie génique dans le diabète. Il s'agit de découvrir des mécanismes très précis qui nous permettent de donner un médicament très, très précis. Si ça se trouve, ce médicament existe déjà, et simplement, il n'avait pas été testé chez ces patients. Et donc, je pense que ça existe déjà pour un petit nombre de patients. Dans l'obésité, moi j'étais très très frappé qu'il y a 20 ans, avec une de mes élèves qui s'appelle Karine Clément, qui était aussi lilloise, on a découvert la mutation, le gène le plus fréquent d'obésité de l'enfant qui s'appelle MC4R. Et aujourd'hui, il y a un médicament qui est apparu 20 ans après, qui est en phase 3 de développement et qui agit sur les obésités génétiques qui donne une fin irrépressible. Donc, il a fallu 20 ans. Au départ, les labos pharmaceutiques n'ont pas réussi à faire le médicament et ensuite, un autre a réussi. Donc, il faut être prudent, mais on y arrive. Très bien, on peut remercier cet internaute parce qu'il fallait quand même préciser ce point. Alors, une autre question de réponse sans doute un peu difficile, tu l'as en partie abordée. Quelle est la part de l'hérédité par rapport à l'environnement dans l'apparition du diabète? Alors, toutes les maladies, on ne sait pas exactement la cause, on nous pose toujours ces questions. Pour le diabète, tu es capable de donner une approximation? Alors, ma réponse habituelle, c'est que c'est 100% environnemental et 100% génétique, ce qui est une boutade, bien entendu. Ensuite, il y a des moyens sophistiqués et compliqués et tout le temps discutés, notamment des jumeaux, pour répondre à cette question. On a cette réponse d'environ 40-50% d'hérédité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au niveau de la population, de la société, l'environnement est majeur. On n'a pas changé les gènes en 50 ans, alors que l'obésité a beaucoup augmenté, par exemple. Mais que si vous prenez des gens qui vont tous les jours dans un fast-food et qui font aucune activité physique, eh bien, ça sera leur gène qui sera déterminant pour savoir s'ils vont devenir ou pas très obèses et s'ils deviendront diabétiques ou pas. Donc, oui, c'est assez génétique, mais l'environnement est très très important. Il y a eu des pays, par exemple Cuba, qui a été en blocus pendant longtemps et à la fin de l'Union soviétique, qui a plus reçu de pommes de terre et d'argent de l'Union soviétique, puisqu'il n'existait plus, on est des années 91. Et le diabète a quasiment disparu pendant 10 ans. Ce qui fait qu'au niveau d'un pays, s'il n'y a plus rien à manger et surtout il n'y a plus d'essence et tout le monde doit faire de l'activité physique, eh bien, alors rassurez-vous, c'est revenu. Et donc maintenant, il y a plus de diabétiques à Cuba qu'en France. D'accord, j'espère qu'on n'en reviendra pas à la politique à Cuba pendant ces années-là pour traiter le diabète, n'est-ce pas? Donc merci Philippe. Alors, j'appelle Lisa en régie. Est-ce qu'il y a d'autres questions des internautes? Oui, nous avons 2 nouvelles questions pour le professeur Frogel. Du coup, en ce qui concerne les traitements, j'ai entendu parler des analogues du GLP-1. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un très très bon médicament qui est efficace à la fois sur les diabètes. Donc ça va permettre à des personnes qui ont une hyperglycémie malgré un régime, malgré de la metformine, d'éviter d'avoir de l'insuline pendant des années, et c'est souvent efficace. Il y a quelques effets secondaires, ça peut donner envie de vomir, des nausées, pas chez tout le monde, mais chez certains, mais c'est très efficace. Une chose importante aujourd'hui, c'est que ces médicaments vont devenir par voie orale, et donc on arrivait maintenant à le faire une fois par semaine, alors au début c'était une fois par jour, ça va devenir oral, et dans l'obésité, ces médicaments commencent à être donnés pour faire maigrir et avec une certaine
efficacité, je dirais même une efficacité certaine. La vraie question des médicaments dans l'obésité, c'est que quand on a une obésité extrême et qu'on pèse 120 kg, est-ce que c'est raisonnable de donner des médicaments qui vont faire perdre 10 kg, 15 kg par an, ou est-ce qu'il faut faire un traitement plus radical? En tout cas, ce genre de médicament peut être aussi utile pour perdre du poids. Très bien. On a encore le temps pour une question assez courte et réponse assez courte. Voilà, tout à fait. Une question de Yveline. Bonjour, je suis diabétique sous pompe à insuline, diabète durablement stabilisé. J'aimerais savoir pourquoi lorsque l'on est hospitalisé, on nous donne plus de féculents et de produits sucrés pour le régime à suivre que les non-diabétiques. Alors la réponse est très simple, c'est parce qu'à l'hôpital, c'est très difficile de donner des alimentations qui soient personnalisées et qu'on donne un régime un peu standard. Et le régime standard à l'hôpital a une forte proportion de glucides et qui ne correspond pas toujours au régime habituel des diabétiques. Ça, c'est quelque chose de connu et de difficile, mais ça montre aussi l'importance de la nutrition personnalisée, puisque chaque diabétique doit être capable d'adapter son alimentation à son type de diabète, ce qui veut dire avec plus ou moins de glucides et une proportion de glucides rapides ou lents qui est un peu différente. À l'hôpital, vous imaginez bien que c'est un peu difficile. Oui, très bien, évidemment. Tout n'est pas parfait non plus à l'hôpital, n'est-ce pas? Très très bien, merci beaucoup Philippe. Alors je me tourne maintenant vers le professeur Bart Stals, parce que finalement, tous les médecins sont concernés quasiment par le diabète. Non pas forcément tous les médecins par les mesures et le contrôle de la glycémie, et comme il a été dit de ce fameux hémoglobine glyquée. Par contre, par les complications. Et là, je suppose que vous n'aurez pas le temps d'aborder toutes les complications du diabète, mais je pense que ça serait bien quand même que vous puissiez nous dresser un panorama un peu des principales complications du diabète. Oui, Patrick, en effet, on sait tous, le diabète, c'est le sucre. Et le diabète, c'est l'insuline. Et comme on a entendu Philippe nous présenter les problématiques de production de l'insuline par le pancréas endocrine, c'est clair que ces patients deviennent diabétiques appelés de type 1. Et quand on a plus de tissu adipeux, on devient obèse. Comme l'a dit mon collègue François, l'insuline ne fonctionne pas très bien, on devient insulino-résistant, et si ça perdure, on peut devenir diabète de type 2. Mais le diabète, ce n'est pas que le sucre, ce n'est pas que l'insuline. On sait aujourd'hui, première diapositive, que dans le corps, tous les organes s'interconnectent. Une première diapositive. Et donc, il y a d'autres organes qui sont touchés chez le patient atteint du diabète. Première diapositive, s'il vous plaît. Oui, merci. Comme par exemple, comme vous pouvez voir sur cette diapositive, l'intestin. L'intestin, c'est quand même l'organe par lequel la nutrition est absorbée. Et on vient dire que dans le mauvais hygiène de vie, une surnutrition joue un rôle extrêmement important dans l'interaction, certes, avec les gènes, mais dans le développement du diabète. Il y a le foie. Le foie, c'est l'usine du corps. Le foie joue un rôle très important. Il produit le glucose la nuit pendant le jeûne, mais il stocke le glucose pendant la journée, pendant les phases postprandiales. Ce qu'on sait aussi de plus en plus, c'est que le système immune et tout ce qui concerne l'immunité et l'inflammation joue un rôle important dans le diabète. Et puis finalement, les vaisseaux et les cœurs sont atteints chez les patients diabétiques. Et donc, c'est très clair que l'obésité et surtout le diabète sont des facteurs de risque importants pour de nombreuses comorbidités. L'obésité lui-même, comme disait François, est un facteur de risque primordial pour le développement du diabète. Le patient diabétique est considéré à très haut risque ou équivalent risque pour maladie cardiovasculaire.
Et les patients diabétiques développent des comorbidités tels que des problèmes au niveau des reins, la néphropathie, au niveau des yeux, la rétinopathie, également, comme je disais, au niveau du foie, par cette fameuse maladie du foie gras, dont je vais parler plus tard un tout petit peu plus. Et évidemment, quand on est malade, il faut soigner, il faut être traité, mais comme un internaute le disait justement, il y a aussi la prévention. Et donc, on sait que la surconsommation des calories est un vrai problème de notre société. La manque d'exercice est un autre problème. Mais par exemple, le problème de manque de sommeil est également un facteur de risque important pour le développement d'obésité et le diabète. Et ce phénomène de manque de sommeil est dû au fait qu'on perturbe notre rythme circadien, qu'on perturbe le fonctionnement du corps dans un contexte de rythme jour-nuit, dans lequel il y a le sommeil et les activités qui s'alternent, et dans lesquelles aussi il y a la période nourrie pendant la journée est alternée par une période de jeûne pendant la nuit. Et donc on s'est rendu compte que interférer sur ce rythme circadien, ce qui fait un des sujets que nous étudions dans notre institut, est un vrai problème parce qu'il peut donner lieu à l'obésité, diabète et complications, et on le voit d'ailleurs dans des environnements de travail postés. Et donc, dans notre institut, on s'intéresse à l'étude des mécanismes physiopathologiques impliqués dans le développement d'obésité et de diabète, mais également dans le développement de ces comorbidités dont je viens de parler. Et donc, diapositive suivante, parmi les observations faites ces dernières années, c'est que chez le patient obèse, chez le patient diabétique et le patient qui développe des complications de type cardiovasculaire, il y a une condition d'inflammation chronique qui n'est pas à comparer avec une inflammation aiguë ou une douleur bien perceptible, mais qui est présent dans tous ces tissus dont je viens de parler. Et donc, cette inflammation est très importante puisqu'il a été montré plus récemment dans des études d'intervention médicamenteuse que bloquer cette inflammation peut avoir des effets bénéfiques sur le risque cardiovasculaire et diminuer, par exemple, les maladies cardiovasculaires. Ça a été fait dans une grande étude qui s'appelle CONTUS. La diapositive suivante vous montre un autre sujet d'importance, c'est la maladie du foie gras. C'est très clair que la maladie du foie gras, due à nouveau à une mauvaise hygiène de vie, est une maladie qui est vraiment un fléau, qui devient la maladie principale du foie et qui est accompagnée souvent par le diabète, l'obésité, se caractérise par une accumulation de lipides. Et on a parlé beaucoup de sucre, mais on n'a pas encore parlé des lipides et du cholestérol, facteurs très importants dans le contrôle métabolique et le contrôle du risque cardiovasculaire. Et donc, cette maladie du foie gras peut, en quelques décennies, à nouveau selon la constellation génétique de l'individu, progresser vers une stéatohépatite. Et comme le nom le dit, c'est une combinaison d'accumulation de lipides avec une inflammation dont je parlais auparavant. Et cette stéatohépatite peut donner lieu à une complication hépatique importante, qui est la cirrhose, mais également forme un facteur de risque pour des complications telles que les maladies cardiovasculaires. Et il est maintenant connu également que cette maladie du foie gras peut aussi précipiter le diabète chez les patients. Donc dans le laboratoire à Égide, conjointement avec mes collègues, on étudie les mécanismes qui sont associés à ce développement de cette maladie de foie gras dans un objectif d'identifier des cibles thérapeutiques éventuellement et identifier des médicaments.
Finalement, j'ai parlé beaucoup du cœur aussi, la diapositive suivante. Et donc, c'est très clair que le patient diabétique meurt très souvent de maladies cardiovasculaires, des maladies au niveau de vaisseaux, les coronaires du cœur, mais également des complications cardiaques qui sont de plus en plus nombreux aussi avec le vieillissement de la population. Et donc sur cette diapositive, vous voyez ce trajet à nouveau, un peu comme la maladie du foie gras qui prend plusieurs décennies, dans lequel on voit l'accumulation des lipides dans la paroi vasculaire. Et ceci est dû évidemment à une augmentation de risque, de facteurs de risque comme l'hypercholestérolémie et le diabète, surtout le diabète de type 2, mais qui culmine à la fin en rupture de plaque. Et c'est à ce moment-là, le patient fait un infarctus, et c'est à ce moment-là, évidemment, que la complication peut devenir mortelle. Donc c'est très important, surtout puisque le patient diabétique est très haut risque de maladie cardiovasculaire, de comprendre ce qui se passe spécifiquement chez ce patient diabétique. De même, au niveau de sa fonction cardiaque, ce patient est à haut risque de développer une insuffisance cardiaque. On l'appelle même une cardiomyopathie de type diabétique, qui est très particulier. Et donc, nous essayons de comprendre ce qui se passe dans le cœur du patient diabétique pour enfin mieux comprendre et identifier des nouveaux médicaments. Et ce qui est une évolution très importante, ce qui a été discuté auparavant, un internaute a posé la question sur les nouveaux médicaments comme les agonistes du récepteur GLP1, mais on peut aussi citer les inhibiteurs de SGLT2, donc réabsorption de glucose dans les reins, donc nouveau, les reins qui viennent aussi dans le jeu. Et ces médicaments ont montré aussi leur efficacité, non seulement sur le traitement du diabète, mais aussi ses complications cardiovasculaires. Et pour terminer, peut-être pour revenir sur le premier sujet de notre discussion, c'est notre environnement de pandémie Covid. Là aussi, les équipes ont travaillé sur le lien obésité-Covid, mais aussi sur le lien entre Covid-19 et le vaisseau. Et donc, on peut identifier à Lille le fait d'avoir, par l'infection du SARS-CoV-2, le coronavirus, une atteinte de vaisseau de l'endothélium qu'on a appelé endotéliopathie, donc maladie de l'endothélium, dont on pense qu'elle joue un rôle très important dans les complications que font les patients qui sont infectés avec ce sacré virus et qui progressent vers une situation clinique très préoccupante. Donc tous ces exemples, j'espère, vous montrent que c'est une pathologie très complexe et qui implique une interaction entre presque tous les organes dans le cœur et qu'il faut donc regarder l'individu entier, ses organes en interaction pour bien comprendre la maladie et ses complications. Merci beaucoup Bart d'avoir brossé élégamment, comme ça c'est l'essentiel des complications du diabète. Néanmoins, il nous semble que certains diabétiques semblent plus touchés par une complication plutôt que d'autres. C'est toujours très intriguant pour nous médecins. Alors un internaute justement a déjà posé la question, pourquoi les patients diabétiques sont-ils plus à risque de devenir aveugles ou certains d'être amputés? Donc à la fois l'amputation et la rétinopathie, donc, qui amène à la cécité, sont des complications dites microvasculaires. Donc, vous avez tout de suite compris, ça va exactement dans mon discours, puisque c'est une complication qui est due à un dysfonctionnement vasculaire qui est spécifiquement observé chez les patients diabétiques. Et donc, la rétinopathie dû au fait que dans les yeux, les microvaisseaux sont atteints par la présence de diabète et on ne connaît pas très bien les mécanismes, mais on sait que l'hyperglycémie est un facteur, mais ce n'est pas le seul facteur. Donc c'est la raison pourquoi certaines personnes vont vers la pathologie, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs qui interagissent avec cette augmentation de glucose et qui
permettent de précipiter la pathologie, dont à nouveau les facteurs génétiques. Et je pense que la réponse de Philippe sur la contribution, c'est 100% les deux, et peut-être la meilleure réponse, parce que c'est vrai qu'il faut avoir une interaction entre l'environnement et les gènes pour progresser vers une pathologie, et ça, c'est pas pareil pour tout le monde. Voilà, alors dans le même ordre d'idée, il y a un internaute qui a mis en exergue ce que tu as bien expliqué, et parfois même ce rôle un peu central de l'inflammation. Ça, c'était quand même une grosse surprise pour nous, non spécialisés dans le diabète, de voir le rôle, pas causal, mais sans doute aggravant ou précipitant, pour certaines complications au moins, de l'inflammation. Il semble qu'on sait combattre l'inflammation. Il y a quelques essais. Pourquoi on ne va pas un peu plus loin dans les nouvelles approches thérapeutiques pour combattre justement cette inflammation? L'inflammation est très complexe. J'ai vulgarisé un peu le terme immune-inflammation dans mon discours, mais vous savez tous, et on en parle chaque jour avec la pandémie, comment est-ce que les gens répondent au niveau système immunitaire par des réponses de type humoral avec les anticorps ou de type cellulaire. On en entend même dans la presse grand public en parler. Oui. Donc ça montre bien que c'est très compliqué. Et vous savez également que l'inflammation n'est pas forcément mauvais. On l'a besoin. On doit se battre contre, par exemple, des infections. Donc c'est très compliqué de généraliser. Et donc les approches qui ont utilisé des approches thérapeutiques, je dirais, très larges, comme les glucocorticoïdes ou ce genre de traitement, n'ont pas donné beaucoup de résultats. Par contre, des approches plus dirigées vers les causes de la maladie, et j'ai cité l'étude Cantos, qui est quand même un landmark trial dans lequel il a été montré que sur une cytokine spécifique, quand on la bloque, c'est l'interleukine 1, qu'on diminue le risque cardiovasculaire chez le patient. Ça montre qu'il faudra agir vers des voies plus spécifiques. Et pour le faire, il faut mieux comprendre ce qui se passe chez ces patients. Et ça, c'est tout un travail qui est mené chez nous, qui est mené au niveau mondial. Très très bien, merci pour cette réponse qui laisse donc augurer peut-être encore de nouvelles approches thérapeutiques plus ciblées, parce que les médicaments plus spécifiques de certains types d'inflammation se développent en médecine. Alors, nous arrivons au terme, mais pas tout à fait quand même, de ce live diabète et obésité. Lisa, peut-être que nous avons des questions plus spécifiquement pour les complications pour Bart, ou des complications plus générales qui sont arrivées depuis le début du live? Oui, tout à fait. Bart, j'ai une question de Dorine. J'ai entendu parler de neuropathie diabétique. De quoi s'agit-il? La neuropathie, c'est une complication dont je n'ai pas parlé puisque c'est un peu plus loin de ma spécialité, mais c'est également une complication qui est observée chez certains patients diabétiques. Je crois savoir que c'est surtout quand le contrôle de la glycémie est vraiment très mauvais, et c'est sans doute une atteinte des neurones périphériques dans les extrémités qui mène à ce que le patient perd la sensation de douleur, par exemple. Et c'est une des raisons où on peut aller vers l'amputation, puisque quand le patient ne sent plus que l'extrémité est en danger et fait mal, ça devient problématique pour réagir, et parfois on réagit trop tard, ce qui amène vers cette situation d'amputation. Oui, neurologie et diabète est un très large débat également. D'autres questions certainement, Lisa? Pour le professeur Frogel, est-ce que manger bio permet de réduire le diabète? Je ne sais pas si manger bio va diminuer le diabète et bon pour la santé. C'est certainement bon, particulièrement bon pour ceux qui vendent du bio aujourd'hui. Pour le reste, ça n'a pas été montré. Ce qui était utile, a été démontré, c'est de manger des fruits et des légumes. Enfin, surtout des légumes et pas trop de fruits sucrés quand on est diabétique. Ça a été montré. En ce qui concerne les pesticides, puisque c'est ça la question, c'est très discuté, mais il y a des questions qui se posent sur certains pesticides qui pourraient jouer un rôle négatif, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens.
ça reste un domaine qui, pour l'instant, n'est pas définitif. Donc, je répondrai que ça n'a pas été établi que de manger spécifiquement bio est meilleur que de manger des légumes qui viennent de la culture traditionnelle. Très bien, merci, oui. Pleine de bon sens comme réponse. D'autres questions, Lisa? Tout à fait. J'ai une question toujours pour le professeur Frogel. Mireille, chez son bébé, est-ce que la prise de sang à jeun suffit-elle pour voir le taux de glycémie ou faut-il faire la glyquée? Pour un enfant? La question, c'est pour un enfant? Tout à fait, pour un bébé. Alors, je suis d'abord étonné qu'on fasse une glycémie sur un bébé et qu'on fasse l'hémoglobine glyquée. Alors, bien entendu, on a des diabètes à la naissance, ça existe, ça s'appelle le diabète néonatal. A priori, la glycémie à jeun devrait être suffisante pour savoir si l'enfant a une glycémie anormale ou pas. Ou même la glycémie, c'est des fois difficile d'avoir une glycémie à jeun chez un tout petit enfant. En tout cas, des glycémies, y compris faites au bout du doigt, pourraient donner une indication. Ensuite, si vraiment il y a hyperglycémie, il y a diabète, on pourra effectivement parler d'hémoglobine glyquée, mais pour l'instant, à cet âge-là, il s'agit simplement de définir si c'est anormal ou normal. Très bien. D'autres questions? Oui, pour le professeur Patou. Une question de Vincent. Des chercheurs de l'université et des hôpitaux universitaires de Genève ont montré l'été dernier un lien entre les horloges circadiennes des cellules qui contrôlent le niveau du sucre dans le sang et le diabète de type 2, avec des nouvelles pistes thérapeutiques à la clé. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'en pense que je me tourne vers mon collègue Bart Sals, dont l'équipe est tout à fait spécialisée dans ces domaines, et donc à Genève, bien sûr, mais aussi à Lille, et l'équipe de Bart a notamment travaillé sur ce sujet. Je pense que je vais te laisser répondre. Merci François. En effet, j'ai parlé de l'impact du manque de sommeil sur l'incidence diabète et obésité. C'est bien connu aussi depuis longtemps qu'un travail posté est un facteur de risque pour l'individu pour progresser vers l'obésité et le diabète. Ce qui est connu maintenant depuis une dizaine d'années, c'est que l'horloge moléculaire qui règle les rythmes circadiens de l'individu, donc qui participe dans la détermination de venir se fatiguer le soir avant se coucher et puis se lever le matin, etc., interagit avec le métabolisme. Et donc, ce qui était clairement démontré, c'est que les gènes de l'horloge, quand on le perturbe, en faisant des interventions comme on fait dans le laboratoire, mais ou bien par le travail posté, impactent sur le métabolisme et peuvent contribuer au développement de ces pathologies. Ils sont très importants aussi dans le foie, par exemple, où il est clair que ces gènes interagissent avec tout l'environnement, qui est par exemple le timing de prise des repas, qui sont très importants à maintenir, petit déjeuner, déjeuner, dîner, parce que ça interagit avec l'horloge moléculaire, d'où la problématique du snacking, dont on a déjà parlé pas mal, qui est vraiment délétère, puisqu'elle perturbe toute cette interaction nutrition, horloge, et donc ça c'est un facteur qu'il faut éviter. Très bien, on voit l'importance de respecter nos rythmes biologiques, nos rythmes naturels et l'intrication de tous ces métabolismes entre eux. Merci pour cette réponse. Encore une question? Oui, j'ai deux questions pour le professeur Patou. Avez-vous des conseils pour les personnes obèses pour leur permettre de réduire le risque de contracter la Covid-19? Ce sont, j'allais dire, les conseils de la population générale. Il n'y a pas de choses spécifiques, mais qui doivent être respectées de façon encore plus scrupuleuse. Donc c'est d'abord le respect des mesures de distanciation, donc d'éviter d'être en contact avec des patients qui sont exposés au risque de Covid dans la mesure du possible. Et puis chaque fois qu'on est amené, parce que c'est la vie et que c'est indispensable, il faut que la vie continue à interagir avec l'environnement, de se protéger. Clairement, de porter un masque et faire attention à une distance comme celle que nous respectons aujourd'hui dans ce studio, d'au moins 1 mètre entre les individus, suffit
voir s'effondrer le risque. Donc clairement, il faut pas oublier que ces simples mesures physiques sont les premières et les meilleures barrières contre l'infection. On sait bien aujourd'hui que la plupart des infections se font dans la vie quotidienne, notamment dans les moments où la tension se relâche parce qu'on est en famille, on est entre amis, et dans les moments de convivialité. Assez paradoxalement, à l'hôpital, c'est finalement extrêmement rare d'être contaminé, parce que un peu comme celui qui a un gilet pare-balles dans un champ de tir, il est protégé. Et donc heureusement, dans les services de maladies infectieuses, les gens qui se protègent n'attrapent pas la maladie en question. Sinon, plus personne ne voudrait y travailler. Donc clairement, il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire les mesures simples, mais il faut les respecter scrupuleusement. Et bien sûr, il faut tout faire pendant cette période. C'est un risque de dégâts collatéraux de la pandémie. Mais les patients qui sont atteints d'obésité sévère, s'ils se confinent chez eux, s'ils font moins d'exercice physique, augmentent aussi le risque de voir leur obésité s'accroître. Vous savez que la France a en moyenne, le Français ou la Française a en moyenne pris 3 kilos pendant le premier confinement. C'est quand même considérable. Et donc c'est une réalité épidémiologique. Le confinement a accru le surpoids. Et donc pour les patients à obésité sévère, c'est un risque supplémentaire. Donc il faut aussi garder du bon sens et certainement pas se cloîtrer, se terrer, effrayer. Non, il faut être réaliste, il faut continuer à prendre en charge les sévères, certainement respecter plus encore que les autres les mesures de distanciation et les barrières physiques. Après, une fois qu'on a la pathologie, il faut être vigilant, vite consulter des médecins, peut-être plus vite encore que la population générale, pour être pris en charge de façon active très vite, et peut-être moins attendre que d'autres personnes plus jeunes ou moins à risque. Il y avait une deuxième question, je pense. Oui. Y aura-t-il un suivi plus poussé pour les diabétiques qui ont été touchés par la Covid-19 ? Alors oui, notamment pour les patients obèses. Donc là, vous touchez exactement le cœur des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Donc ces patients qui ont été atteints de forme sévère, qui étaient en réanimation, aujourd'hui commencent à être revus, parce qu'heureusement, de nombreux patients, la majorité, ont bien sûr survécu, et donc se retrouvent à nouveau dans la vie courante, mais sont toujours atteints de leur obésité sévère. Et donc clairement, on a identifié ici, avec ma collègue le professeur Mercier-Jourdain, qui a l'habitude de revoir à distance des séjours en réanimation, en consultation post-hospitalisation, les patients. C'est un moment très particulier de comprendre d'abord. Alors on se rend compte déjà maintenant que malheureusement, bien sûr, la réanimation fait maigrir les patients, mais que très souvent, comme toutes ces prises en charge très rapides de l'obésité, quelques mois plus tard, la plupart des patients ont repris la totalité de leur surpoids initial, voire même l'ont aujourd'hui dépassé. Donc c'est certainement une circonstance, un événement qui doit faire prendre conscience de la nécessité d'une prise en charge active. Alors ça a beau être injuste, l'obésité, il faut quand même être confronté à cette réalité. Il faut que les patients atteints d'obésité sévère, même si c'est relativement injuste parce qu'ils n'en sont pas responsables, l'environnement y est pour une partie, mais la génétique aussi, mais néanmoins il faut faire face et il faut donc prendre des mesures draconiennes pour réduire l'obésité sévère. Nutrition, exercice physique, éventuellement avec l'aide d'équipes médicales, des approches plus agressives, médicales ou médicamenteuses, voire chirurgicales dans certains cas. Très bien, c'est toujours pédagogique de répéter ces bienfaits. Avant le mot de la fin, est-ce qu'il y a encore quelques questions, Lisa ? Une toute dernière question. Je pense qu'on y a un peu répondu, mais peut-être qu'on peut revoir ça. Une question de Jean-Claude pour le professeur Frogel. Des marqueurs épigénétiques sont-ils prédictifs de l'apparition de l'obésité, du diabète et des complications ? Alors l'épigénétique, il faut d'abord savoir ce que c'est. L'épigénétique, ce sont des modifications de l'ADN, de la façon dont nos gènes fonctionnent, mais qui ne touchent pas sur la structure elle-même de l'ADN. Ce ne sont pas des mutations, ce sont des modifications qu'on appelle fonctionnelles, qui sont liées à l'impact de l'environnement sur nos gènes et qui peuvent avoir une durée d'action qui peut être très longue, peut-être parfois même, on l'a montré chez l'animal, sur plusieurs générations. Et donc oui, effectivement, il y a des publications scientifiques, des études qui montrent que les perturbations épigénétiques peuvent jouer un rôle, non seulement sur la personne elle-même, mais ça a été aussi montré sur les générations suivantes. Il y a notamment un article amusant qui est vrai ou qui est faux, mais qui est suédois, qui montre que votre grand-père, s'il a mal mangé, qu'il a grossi, peut avoir un rôle néfaste sur votre métabolisme à vous. Tout ça parce qu'il y a des grands registres familiaux en Suède, et donc ils ont pu faire ce travail-là. C'est possible que ça soit vrai.
dans un sens ou dans l'autre. Les famines, surtout, peuvent jouer un rôle. Il y a eu beaucoup de famines au XXe siècle. Et donc, ça peut effectivement jouer un rôle. Donc, l'épigénétique, oui, peut jouer un rôle. Maintenant, ça reste de la recherche un peu fondamentale parce qu'il n'y a pas de moyen simple aujourd'hui d'agir sur ces perturbations épigénétiques et de le faire revenir à la normale. On ne sait pas encore exactement comment faire. Merci. Très bien, je crois qu'il me revient donc un petit mot de conclusion. D'abord, je vais remercier les internautes pour leur participation, remercier bien sûr nos orateurs, et les remercier non seulement pour aujourd'hui, pour leur présence, mais aussi pour leur contribution au quotidien, parce que si dans nos régions nous ne sommes pas forcément chanceux pour toutes les maladies, au moins nous avons la chance d'avoir dans ce domaine vraiment des éminents chercheurs qui, avec leurs équipes, contribuent au quotidien au progrès dans ces domaines de recherche et à la prise en charge des patients, et beaucoup d'espoir pour ceux qui sont malades et ceux peut-être susceptibles de le devenir. Donc merci chaleureusement pour tout ce que vous faites. Alors ces équipes sont de l'Université de Lille et travaillent avec nos partenaires institutionnels, l'INSERM, le CNRS, le CHU de Lille, l'Institut Pasteur, avec des recherches qui sont parfois aidées par nos collectivités territoriales qu'il faut aussi régulièrement remercier. Enfin, pour ceux qui n'ont pas pu écouter ou qui veulent réécouter, on précise bien sûr que ce live sera disponible en replay. Merci encore, personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous.